Donc, bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau webinaire de HEA. Merci de votre fidélité. Vous étiez très nombreux à être inscrits, donc j'espère que tout le monde va pouvoir venir sur le Zoom. Je sais qu'il y a une limite à 100. Si jamais vous voyez que vous avez des camarades qui n'arrivent pas à rentrer, enfin on fera un petit mot, puisque ça peut être suivi en live sur YouTube, sur la chaîne YouTube de HEA, et puis de toute façon, il y aura un podcast. Alors, le sujet du jour, dans la suite en fait du sujet précédent, qui n'est forcément pas très très joyeux, la dernière fois nous avions parlé de restructuring et de retournement d'entreprise. Souvent, en accompagnement d'une restructuration, quand ça ne va pas très bien, on est obligé d'opérer un certain nombre de changements dans la réorganisation. Et dans cette réorganisation, il va y avoir malheureusement des licenciements. Alors, la raison pour laquelle j'ai convié nos amis d'Advansia qui sont là tous les deux et qui vont se présenter, et pourquoi est-ce que j'ai tenu à les mettre en avant, parce que souvent, ce qu'on constate, hein, nous, dans l'accompagnement des PSE, des fermetures de sites, etc., c'est un petit peu une gestion assez, j'ai envie de dire, industrielle de ce qu'on appelle l'outplacement, c'est-à-dire que c'est un exercice obligé, c'est une obligation légale de se dire on va accompagner les gens qui sont licenciés pour qu'il y ait un retour à l'emploi le plus rapide possible. Et, et souvent, vous avez l'infoconsulte et puis on vous fait refaire votre CV, euh, on vous pose une formation et basta. Ça, disons que on a rarement la promesse que fait Advansia, et ils vont vous en parler. Et pour moi, c'est véritablement une promesse qui est un engagement en fait à accompagner tout le monde jusqu'au retour effectif à l'emploi, mais un emploi que la personne qui a été licenciée va elle-même dire d'ailleurs qu'elle est d'accord, que ça la satisfait, que c'est pas juste une voie de garage ou je ne sais quoi. Et ça paraît très fort, ça paraît très important. Et pour moi, dans notre gestion des parties prenantes en fait post-annonce, post-crise, ça paraît être un argument de poids pour convaincre nos parties prenantes, qu'elles soient étatiques ou qu'elles soient locales, politiques, et dans la réflexion qu'on va mener aussi auprès de la population qu'on appelle les rescapés, hein, donc les gens qui n'ont pas été licenciés, c'est un argument de poids pour dire que l'entreprise fait vraiment tout ce qu'elle peut et a une attitude tout à fait positive et responsable. Et donc c'est pour ça que je les ai invités aujourd'hui à nous expliquer en quoi ils sont différents, comment ils s'y prennent et concrètement, ça amène quoi comme genre de résultat. Donc, Thierry, bonjour. Thierry Dornella va présenter sa société et puis racontez-nous ce que vous faites, comment vous le faites et pourquoi est-ce que vous osez vous engager autant, surtout dans la période du moment qui est quand même très compliquée. On peut se dire, voilà, c'est un plan social, il y a 700 personnes sur le carreau, je m'engage à ce que tout le monde retrouve un emploi et je resterai là jusqu'au bout du bout. Écoutez, chapeau, mais comment faites-vous? Voilà. Merci Emmanuel. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Thierry Dornelas, directeur général d'Advensia. Adventia est une société qui est née en 2000. Donc, on a fêté nos 20 ans cette année sans beaucoup de champagne. On a fêté nos 20 ans et on a commencé notre activité autour de l'accompagnement des entreprises dans toutes les problématiques de transformation. Et c'est surtout du conseil auprès des dirigeants, auprès des équipes. Et l'idée, c'était comment mener une transformation pour que chaque personne à l'intérieur d'une organisation comprenne quel est son rôle et comprenne où l'on va. Et aux alentours de 2004-2005, un certain nombre de ces transformations comprenaient un volet de réduction des effectifs. Et notre culture industrielle nous a fait nous pencher sur cet aspect des choses que nous ne connaissions pas particulièrement. Et on s'est rendu compte que la plupart des plans sociaux dans le marché admettaient d'une manière relativement naturelle un taux de non-solution. Alors, non-solution, c'est-à-dire des personnes qui ne trouvent pas de solution à l'issue des plans sociaux, de 20%. Et quelquefois, c'était au-dessus. Et quand on vient de l'industrie, quand on a un taux de non-qualité qui dépasse les 1 voire 2%, c'est quand même très grave et on s'en occupe véritablement. Et là, 20%, et quand on fait le pas de côté et qu'on se rend compte que ce sont des personnes,
On se dit, là, il y a un truc qui cloche. Et on s'est vraiment penché sur la question et on a été mandaté par un gros client, à l'époque c'était Areva, qui fermait un site au nord de Paris et avec un engagement très fort d'Anne Lauvergeon à l'époque, qui était la dirigeante, sur il y aura une solution pour chacun. Donc évidemment, on s'est mis autour de la table parce qu'on n'avait pas la solution miracle pour obtenir ce résultat. On s'est mis autour de la table avec des consultants, des RH, des psychologues cliniciens, des responsables syndicaux, avec lesquels on a essayé de réfléchir à une approche qui allait porter ses fruits. On a testé cette approche et on a obtenu les résultats escomptés. On n'était peut-être pas proche de 100%, mais on était à 98% parce qu'il y a des personnes pour lesquelles on a été obligé d'arrêter l'accompagnement à la demande des partenaires sociaux parce que ces gens ne jouaient pas le jeu. Et donc, ce modèle, cette expérimentation nous a conforté dans cette approche que c'est possible. Et donc, on a un peu jeté le pavé dans la mare pour passer d'un engagement de moyens, qui est, je dirais, la façon classique d'opérer ce marché, à un engagement de résultat. Et notre façon à nous d'assumer cet engagement de résultat, c'est on est aux côtés des personnes jusqu'à ce qu'elles aient une solution qui leur convient. Et comme vous l'avez dit, Emmanuel, c'est véritablement eux les seuls juges, puisqu'il y a des solutions retour à l'emploi, il y a des solutions création d'entreprise, il y a des solutions reconversion, il y a des solutions arrêt d'activité. Je suis en fin de carrière, mon conjoint travaille, la maison est payée, les enfants ont une situation, j'ai besoin de moins de revenus, donc je décide d'arrêter de travailler et c'est une solution qui me convient. On a simplement vérifié que c'était compatible. Voilà grosso modo notre mission aujourd'hui et c'est véritablement ce côté pragmatique qu'apprécient nos clients parce qu'effectivement, on n'est pas dans le déroulement de programmes, de parcours qui sont fabriqués d'avance, mais on est totalement ciblé sur la personne pour qui, effectivement, le projet va être ciselé et c'est ce qui nous permet derrière d'assumer cet engagement. Mais ça peut durer combien de temps comme ça? Enfin, quel est votre max? Au bout de 10 ans, bon... Alors, c'est rentable ou pas faire? Alors, disons que ça ne nous est jamais arrivé. On a le maximum que nous ayons vécu, c'est 3 ans, 3 ans et 2 mois, pour être précis. C'est une personne qui a effectivement qui était dans une situation très particulière, qui avait fait une reconversion et qui avait besoin de ce temps-là. Mais c'est complètement marginal. C'est complètement marginal. Et le temps que nous mettons à accompagner les gens pour qu'ils retrouvent une solution, c'est une courbe très gaussienne. Vous avez une petite partie des gens qui vont retrouver très vite. Vous avez une majorité de personnes qui vont mettre entre 8 et 15 mois, grosso modo, pour retrouver une solution. Et puis une petite partie des gens qui vont mettre plus de temps. Là où notre approche aussi rompt avec les usages du métier, c'est que quand on commence un PSE, et qu'on met autour de la table des managers, des partenaires sociaux, les dirigeants, tout le monde connaît peu ou prou les personnes avec lesquelles on pressent qu'il va y avoir des difficultés. Et donc, on a fait l'exercice. Si on demande à chacun de faire la liste des personnes, par exemple, vous avez un site d'une 150 personnes, vous avez une vingtaine, 20-25 personnes où on sait qu'elles sont en situation fragile. Et la liste que nous fournissent les partenaires sociaux, les dirigeants, les managers, grosso modo, c'est la même à quelques noms près. Et donc, dès qu'on commence, on sait qu'avec cette personne-là, il va falloir être beaucoup plus attentif, mettre une énergie plus ciblée pour déjà comprendre la difficulté. Parce que si on pousse ces personnes-là par exemple, dans un projet alors qu'elles ont une confiance en elles qui est complètement dégradée, de toute façon, on n'arrivera à rien. Et la seule chose à laquelle nous arriverons, c'est de la mettre devant la situation où elle va envoyer des candidatures, par exemple, et ces candidatures n'auront pas d'effet, il n'y aura pas de réponse, et si par hasard elle réussit à avoir un entretien, de toute façon ça se passera mal, puisque la personne a une confiance en soi qui est tellement dégradée qu'elle ne pourra donner envie à personne d'aller plus loin. Donc ça, c'est le scénario catastrophe. Donc on travaille en amont avec ces personnes. Objectif numéro 1, on restaure la confiance en soi. Et ensuite, une fois que le consultant référent a jugé que la confiance en soi était suffisante pour que la personne puisse commencer à bâtir un projet et s'adresser à une entreprise, dans le cadre d'une recherche d'emploi, là, on va l'aider. Et donc, il va y avoir toute une première étape d'entraînement, une première étape où on va régler les différents petits défauts, les imperfections, rechercher les exemples, bref, lui donner confiance et lui donner cette crédibilité sans laquelle aucune personne ne réussira à se faire embaucher et à convaincre un recruteur. Et donc, on prend les choses à l'envers.
puisque dans les accompagnements que nous regardions tels qu'ils étaient menés par les grands opérateurs classiques du marché, c'est en fin de parcours, on s'aperçoit, oh bah zut, on a 20 personnes là qui n'ont pas réussi à trouver une solution dans le process, mais de toute façon, le temps d'accompagnement est terminé, donc bah, effectivement, maintenant, c'est Pôle emploi qui prend le relais. Et là, les personnes sont dans un état de perte de confiance qui est à un niveau où ça va être très compliqué de les aider. Et moralement parlant, c'est une situation qui nous semblait vraiment, enfin, qui n'était pas du tout dans l'ADN d'Adventia et qu'on ne voulait pas prendre. D'accord. Pour tout le monde, si vous voulez poser des questions, je vous invite à utiliser le petit Q&R là, qui est en bas à droite plutôt que la conversation. Et puis, on les prendra, à la fin, c'est peut-être en fonction. Mais n'hésitez pas, posez-les à cet endroit-là, s'il vous plaît. Ah, il y a déjà Franck qui a levé la main. Alors, Franck qui a levé la main, est-ce que vous pouvez poser votre question dans le petit encart questions-réponses en bas à droite, s'il vous plaît? Alors, oui, ben c'est tout à fait passionnant, intéressant. Est-ce que vous pensez que les entreprises, utilisent d'un point de vue communicationnel, pour parler à leurs parties prenantes, etc., est-ce qu'elles utilisent cette promesse assez spécifique? Est-ce que vous les voyez faire ou pas, ou est-ce qu'elles se disent bon, là, ou celui-là ou un autre, peu importe, mais oui. Ce dont on se rend compte, c'est que ça pourrait être un levier très fort. J'ai une expérience, enfin, j'ai un récit très particulier à partager avec vous. Nous sommes intervenus en région Rhône-Alpes dans le domaine parapharmaceutique et notre client, hein, le dirigeant, voulait qu'on se présente avant d'ouvrir le point Info Conseil, voulait qu'on se présente à l'équipe de partenaires sociaux. Ce que nous avons fait, hein, une réunion qui a duré près de 3 heures où vraiment les questions-réponses fusaient. Et à un moment donné, il y a un délégué syndical central qui s'est levé et qui nous a dit, de toute façon, moi je vais vous dire, voilà comment on vous voit, pour nous, vous êtes des charognards. Donc le mot est fort, hein, le mot est, alors on prend ça dans la figure, mais finalement, quand on y réfléchit, on comprend sa posture. On comprend totalement parce que pour lui, on était un cabinet qui venait facturer à son entreprise le fait que des gens allaient perdre leur emploi. Donc on était vraiment, on profitait du malheur des autres. Alors évidemment, face à une perception comme celle-ci, il n'y a pas d'argument qui tient. Il n'y en a aucun et ce n'est même pas la peine de discuter. La seule chose qu'on a pu lui dire et qui nous a semblé pertinent, c'est de lui dire, écoutez monsieur, on entend votre colère, on entend votre posture. Ce qu'on vous propose, c'est on en reparle dans 6 mois. Laissez-nous travailler avec vous, laissez-nous travailler pour vos collègues, laissez-nous travailler à la recherche de solutions pour vos collègues et on fait un point dans quelques mois. Et là, vous nous direz si vous nous voyez toujours comme des charognards. Le bilan de cette opération-là, c'est que c'est pas au bout de 6 mois qu'on a fait le point parce qu'on le voyait tous les mois lors des commissions de suivi, mais c'est en commission de suivi finale du plan où tout était fait. Lui, ainsi que ses collègues délégués syndicaux, ont demandé à sa direction, nous, on voudrait qu'Adventia nous fasse un questionnaire de satisfaction parce qu'on voudrait exprimer à quel point on est content du boulot qui a été fait. Alors, ça nous a un peu scotché. Mais quand on a vu que la moyenne des délégués syndicaux, enfin des représentants de la commission de suivi, membres du CSE, on a atteint la moyenne de 16 sur 20, on s'est dit, bon sang, c'est la preuve qu'on a fait du bon boulot. Il y a encore du progrès à faire, on n'est pas à 20, mais on a fait du bon boulot. Et le travail qu'on peut faire, notamment à l'occasion de ces commissions de suivi, bah, effectivement, ça montre qu'il y a moyen de faire quelque chose de positif, parce que les gens retrouvent des solutions positives, en parlent à leurs collègues, sont super contents. Et ça, c'est une communication, pour revenir à votre question initiale, Manuel, c'est effectivement, il y a moyen de communiquer en interne auprès de ceux qui restent, sur la façon dont ont été traités, dont ont été accompagnés leurs collègues qui sont partis, qui me semble être souvent un oubli ou un levier qu'on n'actionne pas dans l'entreprise pour assurer pour abaisser le turnover, pour garder les talents, pour montrer qu'on est une entreprise qui prend soin des personnes. Oui, effectivement. Oui, parce que les rescapés ont aussi absolument besoin de retrouver de la motivation et de ne pas se dire ah ben, je vois comment ont été traités mes camarades et comment on est les prochains. Du coup, je ne vois pas très bien pourquoi je m'engagerais ou pourquoi je serais motivée. Oui. C'est certain. On a une question qui est relative à ce que vous disiez tout à l'heure sur
peut-être la proportion de gens qui ont vraiment plus du tout confiance en eux. Il faut d'abord travailler là-dessus. Alors, la question, c'est quelles sont vos ressources pour restaurer la confiance ou l'estime de soi chez les salariés? En gros, vous faites comment? Alors, on a un produit magique. Non, malheureusement, on n'a pas de produit magique. La ressource pour faire ça, c'est la première, c'est la posture des consultants. La posture des consultants, les consultants d'Adventia sont des consultants seniors qui ont tous eu une vie en entreprise avant d'être consultants. Ce ne sont pas des consultants de métier qui sont sortis de l'école et qui sont devenus consultants après. Ce sont vraiment des gens qui ont eu des fonctions commerciales, managériales, industrielles, dans différents secteurs d'activité, donc qui savent ce que c'est que leur entreprise vue de l'intérieur et qui parfois ont eux-mêmes vécu un PSE. Donc, il y a déjà une seniorité dans cette approche-là. Et cette seniorité, elle permet d'avoir, dès les premiers rendez-vous, une écoute approfondie des gens qui permet déjà de détecter quelles sont les personnes qui sont en fragilité, qui sont en situation sensible, temporaire, structurelle, profonde. Il y a plusieurs niveaux. Donc, déjà, ce premier point. Deuxième point, notre mode de... Pardon. C'est des psys ou ils ont une formation particulière? Dans l'équipe, on a deux personnes qui ont des diplômes psychologues cliniciens appliqués au travail et qui sont des ressources collectives pour l'ensemble des consultants. Donc ça, effectivement, on a ce savoir-faire. Tous les consultants suivent un parcours, quand ils arrivent chez Adventia, de coach et son coach certifié, qui permet d'avoir vraiment une approche très à l'écoute, très en compréhension de ce que la personne va ressentir et qui nous donne un accès, avec le plein accord de la personne évidemment, aux éléments les plus personnels qui sont la cause de cette perte de confiance en soi. Et à partir du moment où on a la compréhension de cette cause profonde, on peut travailler dessus, on peut demander de l'aide extérieure. Il nous arrive assez fréquemment dans des cas, dans des situations de personnes assez sensibles, on se sent parfaitement capable d'aller proposer à cette personne de rencontrer un psychologue en ville pour l'aider à résoudre tel ou tel problème parce que c'est complètement connexe à son problème professionnel. Nous ne sommes pas des psychologues, nous ne sommes pas des thérapeutes, donc nous sommes des consultants en accompagnement professionnel. En revanche, nous sommes capables d'orienter les personnes vers les professionnels dont ils ont besoin. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est cette équipe de seniors, elle tisse avec les salariés qu'on accompagne vraiment une relation forte et je suis intransigeant là-dessus. C'est-à-dire que je veux que les salariés sachent que leur consultant est là pour eux. Ça se manifeste par des trucs très concrets, hein, c'est-à-dire que le consultant va donner son numéro de mobile à la personne qui l'accompagne. C'est-à-dire que cette personne, on sait très bien de toute façon, elle ne va pas abuser. Et si jamais elle l'utilise en dehors des heures de bureau, c'est qu'il y a une vraie raison. Et c'est arrivé quelquefois. Et heureusement que le consultant a décroché. Mais cette relation de confiance qui se noue entre la personne et son consultant, enfin Pierre-Yves, tu le sais bien toi aussi, qui fait des accompagnements aussi, c'est quelque chose de fondamental parce que c'est grâce à ça qu'on a accès aux éléments qui sont bloquants ou aux éléments qui posent difficulté et donc on peut les traiter. Et puis, globalement, hein, c'est cette pression du temps que l'on gère d'une manière différente, dans la mesure où on accompagne la personne sans limitation de durée, il n'y a plus l'effet sablier qui se déroule et qui va donner pour ces personnes-là une mauvaise pression. Pour les autres, on va aussi vite que possible. Hein. Celles qui sont prêtes à trouver un boulot tout de suite, évidemment, on accélère et on va aussi vite que possible avec les gens qui sont en mesure d'accélérer. On n'attend pas que le temps passe, évidemment. Mais avec celles qui ont besoin de temps, on a retiré cette pression-là et donc on arrive à faire les choses sereinement. Et là aussi, traduction très concrète dans l'exercice du métier au quotidien, il y a des personnes qu'on ne va pas hésiter à solliciter 2 fois par semaine pour des rendez-vous très courts, parce qu'on sent que si on passe 1 heure, c'est trop. La personne va décrocher. Par contre, si on passe 2 fois une demi-heure, ben, ça va être très bien. Et par contre, elle aura eu le temps de réfléchir, le temps d'en parler à sa famille, par exemple, d'un projet, ou des choses comme ça. Et donc, ça avance. Voilà les éléments de réponse que je peux vous donner aujourd'hui pour répondre à la question de Franck, je crois. Ben, il y a une autre question de Clément qui demande si vos consultants, qui ne sont pas les psys, hein, donc vraiment les consultants qui sont proches des gens et qui sont assignés en fait aux personnes. Et d'ailleurs, je vous demanderais, un consultant suit combien de personnes d'ailleurs? Donc lui, il pose une autre question. Est-ce qu'ils sont amenés à mener des bilans de professionnalisation
Mhm. Et si oui, comment est-ce qu'ils sont formés sur ces histoires de bilan de professionnalisation? Alors, bilan de professionnalisation, alors il y a plusieurs noms hein, qui sont autour de cette notion. Alors oui, premier élément de réponse, nous avons des... Alors tous les consultants ne le font pas, nous avons des consultants spécifiquement formés sur des bilans de professionnalisation, donc qui sont formés véritablement aux différentes étapes qui sont nécessaires pour aider une personne à vraiment y voir clair sur l'état de ses compétences et puis sur les différentes orientations. On utilise un certain nombre d'outils. Alors, que l'on va choisir en fonction des personnes. Et parmi les outils qu'on aime vraiment beaucoup utiliser, il y en a un qui repose sur l'énéagramme, qui est une typologie de personnalité dont on parle assez souvent en ce moment, mais que nous avons retenue parce qu'elle elle est très dynamique dans son approche, on n'est pas enfermé dans une case, et ça permet à la personne, avec des mots simples, hein, c'est un petit peu plus simple à comprendre, me semble-t-il, que par exemple des typologies comme le MBTI, la personne arrive à bien comprendre ces schémas de fonctionnement, et notamment, il y a deux directions qui sont très intéressantes, ça permet, lors d'un bilan professionnel notamment, la personne va identifier qu'est-ce que je peux développer quand je me sens véritablement à ma place et en confiance. Donc, je sais que dans ces cas-là, je vais être capable de faire des choses que je ne fais pas habituellement et qui sont véritablement appréciées par mes employeurs et mes collègues et mes clients. Et aussi, comment ça va quand ça ne va pas. Et ça, c'est très intéressant d'aider une personne à identifier cela. Et lorsqu'au bout d'une démarche de bilan professionnel, vous avez une personne qui a pris conscience de ses compétences, pris conscience de ses aspirations, pris conscience de ses schémas de succès et de ses schémas de difficulté, on a véritablement une personne qui prend conscience de ses forces et faiblesses d'une manière très positive et qui, derrière, face à un recruteur notamment, est capable de répondre à toutes les questions et va les incarner, ces réponses. Donc voilà les éléments de réponse. Mais on n'a pas d'école particulièrement. Nous, ce qu'on aime, c'est le pragmatisme. Et chaque consultant qui arrive chez Advencia apporte aussi au sein du collectif une expérience, parfois des outils qu'on analyse et qu'on partage. Ok, c'est très intéressant. Est-ce que vous voulez, on avait discuté avant le webinaire de la possibilité de regarder un petit film qui montre concrètement, enfin, qui interviewe en fait les gens que vous avez accompagnés. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut regarder? Alors, ça ne va pas durer une demi-heure. Hein, il ne dure que 4 minutes. Il ne dure que 4 Est-ce que vous minutes. pouvez nous parler du contexte? Oui, le contexte. Nous avions été chargés de l'accompagnement des salariés les plus éloignés de l'emploi au moment de la fermeture des abattoirs GAD. Souvenez-vous, c'était en 2015 dans le Finistère, avec donc des abattoirs, hein, c'était 880 personnes, fermeture assez brutale, dans un contexte, rappelez-vous, de bonnet rouge, d'écotaxe, et puis... J'ai le souvenir d'avoir accompagné la partie sécurité. Donc, oui, c'était un petit peu sensible. Et donc, nous avons été chargés de l'accompagnement des salariés les plus éloignés de l'emploi, qui étaient quand même 150. Donc, on n'est pas loin des 20% là aussi. Et on leur a demandé s'ils souhaitaient s'exprimer sur l'accompagnement qu'ils ont eu. Et c'est ce témoignage qu'on vous propose de regarder. Eh ben, on peut le regarder. Puis après, il y aura une question. Mais il y aura peut-être des questions suite à ce film. Je me disais, ici, je finis ma carrière, quoi. J'ai 55 ans, c'est bon, je peux aller jusqu'à la retraite, quoi. Mais non. Il y avait des cris, il y avait des pleurs, c'était la catastrophe, quoi. On ne sait pas où aller, on est perdu. C'est sûr qu'au début, vu mon âge, je me disais, ils peuvent me dire tout ce qu'ils voudront, je vais me laisser, enfin, entre parenthèses, je vais me laisser aller, quoi. Tout est arrivé en même temps aussi, en sachant que j'ai perdu le boulot, mon père, le divorce derrière aussi. Il a cherché au fond de moi ce qui était
voilà, mes projets, ce que j'avais envie de faire vraiment dans ce qui me plaisait, enfin voilà, mes loisirs, mais voilà, c'est fait progressivement. Ils m'ont fait comprendre aussi que j'avais quand même des qualités, donc que tout n'était pas nul chez moi. Donc, Au départ, il m'a un peu secoué. Il fallait qu'il me secoue un peu. Mon projet, c'était de m'orienter essentiellement dans la sécurité incendie. Et parallèlement à ça, puisque ce sont deux domaines qui sont relativement liés, la prévention sécurité. L'oral, j'ai eu un échec, quoi. Et je peux vous dire, le jour que j'ai quitté mon examen, quand j'étais éliminé, j'ai cogné ma voiture dans un poteau. Je tremblais comme je ne sais quoi, et j'ai appelé Guillaume tout de suite. Il m'a dit calme-toi, ça va le faire, calme-toi. Quand j'ai loupé mon module, j'ai lui téléphoné. On est allés tous les deux, elle a pris du temps sur son emploi du temps pour venir avec moi chez Ascoria, pour essayer de s'expliquer, pour essayer de me rebooster. SOS, elle n'était pas là, je pense que j'aurais arrêté. Et Adventia, en fait, ils accompagnent, mais ils laissent quand même les personnes mûrir à leur rythme, quoi. Ils arrivaient à me détendre, quoi. Et ça, c'était énorme. Quand vous entrez ici, tout le monde vous dit bonjour, tout le monde vous salue. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une personne, pas un numéro. Et grâce au cabinet de Adventia, je m'en suis sorti grâce à eux. J'ai été guidé, et non pas guidé, éclairé. J'ai été éclairé justement par mes deux conseillers. Ma vie est totalement différente. Le travail que je fais là, franchement, il me plaît. J'ai tout réussi, oui. Là, ça m'a... Là, je respire. Là, aujourd'hui, je suis bien. Je suis bien, je suis contente. C'est une reconversion inespérée. Et j'ai retrouvé le sourire. Merci. Je crois qu'il y a eu des petits décalages entre l'image et le son, mais bon, je pense que l'essentiel, c'était les mots. On avait l'essentiel, donc je crois que c'est super éloquent, c'est super émouvant. Ouais. On est quand même sur une population, enfin des employés d'un abattoir au fin fond de la Bretagne, c'était pas gagné. Et ça me fait un bridge excellent pour cette question d'Hélène. Selon votre expérience, quels sont les plus grands freins au retour à l'emploi? Et est-ce qu'un bassin d'emploi dégradé est un frein majeur? Ça, c'est quand même les situations qu'on voit de plus en plus en ce moment. C'est pas que en ce moment, mais en ce moment, tous les bassins vont être plus ou moins dégradés. Donc, du coup, voilà. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, le plus gros handicap, le plus gros frein pour le retour à l'emploi, c'est la perte de confiance en soi. Et ça, je dirais que ça joue pour au moins 70%. Les 30% qui restent, c'est effectivement l'état du bassin d'emploi, l'état du marché, grosso modo. Mais le point clé, c'est 70%. Je vais vous donner un exemple. C'était un plan social au fin fond de la Mayenne, qui n'est pas un bassin d'emploi très fort. Et je me souviens avoir reçu le coup de fil d'une entreprise qui en avait assez de voir un salarié qui, toutes les semaines, venait rendre visite à cette entreprise. Je lui ai dit, écoutez, vous me demandez qu'il arrête. OK, je vais voir avec lui comment on peut faire, mais ça prouve que c'est quelqu'un de motivé, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un d'opiniâtre. Il me semble que ça fait aussi certainement partie des gens que vous cherchez. Donc, si vous le revoyez, félicitez-le, remerciez-le, dites-lui que vous n'avez pas de place pour lui et que ça va durer longtemps, mais expliquez-lui pourquoi. Mais ne le découragez pas en le fichant à la porte. C'était une personne qui aurait pu s'exprimer dans le film. Et c'est une personne qui a fini par retrouver un boulot, alors non pas dans un abattoir de cochons, mais un abattoir de poulets, grâce à son opiniâtreté, parce qu'il avait ça dans le sang. Et lorsqu'il a perdu son job, c'est un type qui avait une bonne cinquantaine d'années. Ce monsieur, il s'appelle Philippe, ne supportait pas l'idée d'être à la charge de la société. Et ça a été ça son moteur tout le temps.
Et il a fini par trouver, au bout d'un an, il a trouvé donc d'abord des missions d'intérim, ensuite des CDD, qui s'est transformé en CDI. Pourquoi? Parce que effectivement, malgré son âge, qui peut être perçu comme élevé, il a fait valoir ses qualités d'opiniâtreté, sa ponctualité, toujours volontaire pour venir bosser le samedi quand il y avait des trucs particuliers à faire, plutôt que effectivement des gens plus jeunes, peut-être plus résistants au travail, mais finalement qui un jour sont là, le lendemain ne sont pas là. Et les employeurs se rendent compte de ça. Et c'est ce que nous travaillons notamment avec ces personnes un peu fragilisées, c'est tout ce côté qui va les différencier de ce que l'on observe trop souvent sur le marché de l'emploi. Et donc ça rentre véritablement dans les 70%. Et le reste, effectivement, il y a un facteur chance aussi parmi les 30% restants. Et notre action, finalement, c'est de regonfler les salariés que nous accompagnons parce qu'ils prennent conscience de leurs compétences, de les préparer aux difficultés auxquelles ils vont être forcément confrontés, c'est-à-dire des refus, et aussi de leur faire prendre conscience de la façon dont ils peuvent se différencier. C'est presque une approche marketing, en fait, la différenciation. Et un candidat qui a un poste, qui sait donner les bons exemples, qui sait revenir, qui sait relancer, eh bien, il marque la différence. Et ça, dans un bassin d'emploi sinistré, ça fait toute la différence. Le bassin d'emploi du Finistère Nord, à l'époque où nous avons accompagné les gens de Gade, c'était pas la joie. Hein. Franchement, il n'y avait pas beaucoup de postes. Et pour autant, même ces populations qui avaient des difficultés fortes, hein, des problématiques de santé, des problématiques d'élocution, beaucoup d'étrangers qui ne parlaient très, très mal le français, eh bien, on a trouvé des solutions. Ils ont trouvé des solutions. C'est eux qui trouvent des solutions. C'est vraiment cette grande force. Excellent. Et ben ça m'amène à la question de Franck, qui justement parle de l'âge et d'employabilité. Pour un retour à l'emploi, donc Hélène disait, est-ce que le frein principal, ce n'est pas l'état du bassin de l'emploi? Et lui, ce qu'il dit, c'est le problème n'est-il pas le rapport de l'âge du salarié et le maintien de l'employabilité de chacun? Alors, c'est quoi cette histoire d'employabilité, là, qui est un grand mot de consultant parisien? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Alors, peut-être un premier mot sur l'âge. Premier mot sur l'âge, effectivement, on a un certain nombre de salariés, quand ils nous rencontrent, notamment au cours des premiers entretiens, qui nous disent « Ouais, là, mais moi, je suis senior, j'ai plus de 45 ans, j'ai plus de 50 ans, j'ai plus de 55 ans, donc je suis perdu d'avance. Si j'écoute la télévision, de toute façon, l'emploi des seniors, c'est un vrai problème. » Alors, c'est effectivement pas un facteur facilitant, soyons honnêtes. En revanche, ce que j'invite les consultants à dire à leurs salariés, c'est OK, c'est le seul paramètre qu'on ne peut pas changer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue comme ça à se morfondre ou on essaye d'avancer? Donc, évidemment, on va travailler là-dessus. L'âge a peut-être des inconvénients, mais il a aussi des avantages en termes d'expérience, en termes de résilience, en termes comment dirais-je, de compréhension et de rapidité à être opérationnel dans un contexte nouveau en fonction de l'histoire. Et c'est évidemment là-dessus que nous aidons toujours dans ce même registre qui consiste à améliorer la confiance en soi et leur propre perception des salariés, malgré leur grand âge. Et on est tous, justement, on est une équipe de seniors et on peut se permettre de prendre cet aspect avec beaucoup d'humour en disant, ben voilà, on est tous les deux d'un grand âge, donc effectivement, bon, on va se coucher, on va pleurer, ce sera sans doute la meilleure solution. Eh bien non, on rompt complètement cette approche-là en leur disant, bah, OK, cet âge-là, qu'est-ce qu'il a de positif? Comment on va le mettre en évidence et comment est-ce qu'un employeur va être sensible à ce point? Et une personne qui est capable de cibler les 2 ou 3 expériences qui sont véritablement en lien avec le nouveau job qui se présente, un contexte qui va être comparable, un défi qui a été relevé qui est semblable à cela, c'est là où l'âge va aider à se différencier positivement. Et il y a une autre question qui est liée à l'âge, c'est le niveau de rémunération. Et parmi les éléments que nous travaillons avec les salariés, il y a cette acceptabilité. Dans quelle fourchette accepte-t-il de candidater, sachant que quand on vient d'un grand groupe et qu'on se prépare peut-être à changer de région ou à rejoindre une structure plus petite, il y a forcément un problème de rémunération. Et donc, on travaille sur le fond du projet, c'est-à-dire la question revient à dire je donne quelle valeur au fait de faire un boulot qui me plaît, dans une région qui me plaît, ça vaut combien pour moi en termes d'acceptation de niveau de salaire que je suis prêt à
à envisager, de perte de salaire que je suis prêt à envisager. Et ça, donc on ne force pas la main aux gens, évidemment, mais on leur demande, vous estimez ça à combien, raisonnablement? Donc, et là, on trouve des solutions. Il y a des personnes qui ne veulent absolument pas envisager une perte de salaire, donc on adapte le projet pour ça. D'autres qui l'intègrent dans leur projet parce qu'ils veulent en profiter pour changer. Et qu'on est 55, qu'on est 60 ans, on a encore très récemment des personnes de 61 ans qui retrouvent un job. Et ça ne pose pas de problème, quoi. Alors, ce n'est pas la majorité. Excellent, parce que ça comprend tellement les idées reçues. Et est-ce que vous utilisez le fait que la génération X ne se comporte pas de la même manière au travail que les Y, Z, W et du coup, est-ce que ça peut devenir un avantage, en fait? Oui, mais on prend un petit peu de distance par rapport à cette mise en catégorie des personnes, parce qu'on s'aperçoit aussi que même s'il y a des spécificités, notamment dans les attentes en termes de job, la relation au travail, la relation au temps de travail, la relation au manager va être effectivement assez différente d'une génération à l'autre. Mais les fondamentaux humains, c'est les mêmes. Les ressorts, c'est les mêmes. Quand une personne, à la fin de la journée, qui a conscience de ce à quoi elle a contribué, qui sait pourquoi elle a été appréciée ou pas, et qui a une idée assez précise de sa contribution au business, ça va donner quelqu'un qui a le sourire, ça va donner quelqu'un qui donne envie. Et qu'on soit de génération X, Y, Z ou millénial, c'est la même chose. Après, il y a des spécificités, on est d'accord. Mais ce sont ces fondamentaux sur le fonctionnement de la personne, alors bien modestement, parce que c'est tellement complexe qu'on n'y connaît finalement pas grand-chose, mais ces fondamentaux-là, effectivement, c'est autour de ça qu'on travaille. J'ai une question, j'ai plein de questions là, donc je commence dans l'ordre, hein, ne vous vexez pas. Donc il y a une question de Clément qui c'est vrai que j'avais posé la question, mais donc un consultant, il s'occupe en moyenne de combien de salariés et combien de plans? Je ne vois pas très bien ce que ça veut dire, peut-être combien de projets est-ce qu'il a en même temps et quel est l'âge moyen de vos consultants? Beaucoup de chiffres. Alors, pour répondre à Clément, le nombre, alors c'est un peu délicat parce qu'un consultant va s'occuper de personnes qui sont à plusieurs stades différents. Donc, il y a un stade au début de l'accompagnement qui nécessite vraiment une présence très forte. Et puis, en deuxième et troisième période d'accompagnement, lorsque la personne a développé une vraie autonomie, c'est un accompagnement qui va consommer un petit peu moins de temps. Mais on est aux alentours d'une 30-35 personnes par consultant si on regroupe cette catégorie de personnes. Et puis, il peut y avoir en plus, vous savez, il y a des personnes qu'on accompagne qui sont dans des projets de retraite, qui savent qu'à la fin de l'accompagnement, elles peuvent valider leur projet à la retraite. Donc ça, ce sont des accompagnements qui ne demandent pas beaucoup de temps. C'est parfois des réponses aux questions administratives. Donc dans ces cas-là, un consultant peut aller jusqu'à une quarantaine d'accompagnements. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'âge moyen des consultants. Alors, je n'ai jamais fait l'opération, mais je pense qu'on doit être aux alentours de, je ne sais pas moi, 48, 50, on doit être autour de ça. Je pense, hein, Pierre. Bon, moi, je suis non pas le doyen, mais je suis le deuxième. Après un aîné auquel j'ai beaucoup de respect, moi j'en ai 60, et fort d'une expérience de 35 ans, la configuration qu'Advensia nous a permis de pouvoir mettre à profit nous permet, comme le dit très bien Thierry, de pouvoir mieux discerner l'accompagnement de la personne dans sa dimension à la fois personnelle et professionnelle. Donc là, je n'ai pas un critère en soi, je dirais, de sélection. C'est avant tout une expérience de vie qu'on doit pouvoir mettre à profit dans l'intérêt du salarié, dans l'intérêt même de l'entreprise, et je dirais même dans l'intérêt d'une autre particularité que très souvent on peut caricaturer, que sont les partenaires sociaux. C'est fondamental. Dans cette configuration, eh bien, on est à même de pouvoir apprécier le positionnement de la personne dans ses qualités personnelles, de comprendre même son environnement personnel, qui très souvent est une donnée chez d'autres grands acteurs, n'est pas forcément totalement, non pas intégrée, mais totalement, je dirais, appréciée. Et je pense que c'est fondamental de travailler avant tout sur la dimension de la personne. Et comme le disait Thierry, à des fins de pouvoir lui redonner confiance, la confiance, elle se mérite. C'est un travail qui est extrêmement, je dirais, non pas exigeant, mais extrêmement prenant, pour faire preuve de générosité. Et comme on le dit souvent avec Thierry, avec d'autres personnes de l'équipe, je pense qu'on a une petite vocation, ça a un petit peu provoqué, c'est qu'on a une capacité, ce n'est pas pour nous accorder de manière beaucoup plus forte, mais je pense qu'il faut aimer les gens. Et quand on aime les gens,
eh bien, je pense qu'on a une capacité à pouvoir créer une relation très spontanée, un peu mystérieuse, qui peut nous dépasser, mais qui nous permet de comprendre la personne dans sa capacité à pouvoir se redéployer et s'épanouir. Aimer les gens, je crois que c'est quand on fait du recrutement, hein, qu'on recrute des consultants chez Advensia, c'est souvent une question qu'on pose. Alors avec ces mots-là ou pas, hein, de manière à vraiment être compris, on n'est pas dans le sentimental, on est vraiment dans l'approche relationnelle. C'est voilà, est-ce que je m'intéresse aux gens et parmi les éléments, je répondrai à la fin de la question, mais parmi les éléments qui sont absolument fondamentaux pour que cette équipe elle prenne vraiment corps et aujourd'hui ça a fonctionné, c'est cette notion de curiosité. Et j'exige des consultants la même curiosité pour une personne qui va rechercher un travail dans la vente, dans une boulangerie par exemple, que le salarié qui va monter une boîte et qui va embaucher 100 personnes. La curiosité et l'intensité que l'on met dans l'accompagnement doit être de même nature. Évidemment, il y aura un côté beaucoup plus technique, il y aura un côté plus fort dans la partie création d'entreprise, mais cette dame ou ce monsieur qui cherche un emploi dans la vente, en boulangerie ou en boucherie, où vous voudrez, mérite la même curiosité, mérite la même acuité dans l'accompagnement. Et donc, ce qui explique que pour les consultants… Légitimité. Pardon ? Non, j'ai essayé un mot technique, l'équilégitimité. En fait, les gens sont tout aussi légitimes les uns que les autres. Absolument, absolument. C'est dur de partir sans ces a priori quand même. Oui, mais c'est beaucoup plus facile de mener des accompagnements quand on se le répète chaque matin. Parce qu'on se rend compte que ce n'est pas parce que vous recevez l'ancien patron de telle ou telle branche d'un grand groupe et qu'après vous recevez monsieur Intel qui était opérateur dans un atelier. Ce sont tous les deux des gens qui méritent la même attention. Et ça, à partir du moment où on a compris cette réalité-là, cette évidence, ça simplifie largement les choses. Oui. Et en plus de ça, ça a plusieurs implications. C'est que il m'est arrivé, et je crois que c'est arrivé à tous les consultants, d'avoir à dire, même à des gens qui ont des très très beaux profils et qui sont appelés à des carrières qui sont vraiment brillantes en rebondissant après un licenciement économique, des petits réglages qui peuvent être des réglages sur, c'est idiot, mais sur la tenue, sur l'attitude, sur l'utilisation de mots qui reviennent tout le temps. Et vous devez, si on fait bien notre boulot, on se doit d'alerter les gens sur ces aspects-là parce que ce sont des obstacles à la conviction lors d'un entretien de recrutement. Et chaque consultant d'Advensia, j'exige de lui et d'elle qu'il ait ce courage de vérité vis-à-vis des gens qui l'accompagnent. En disant, ben voilà, monsieur Intel, votre tenue, ça pose véritablement un problème. Vous prétendez à tel et tel poste, c'est pas cohérent. Donc, on va essayer de travailler ça. Comment vous pouvez trouver des solutions ? Voyez avec votre épouse, voyez avec qui vous voudrez. Le coup d'après, vous rectifiez le tir. Et bon. Et je reviens sur la question. Donc, une quarantaine de personnes par consultant. Les consultants qui rejoignent Advensia sont prioritairement mis sur une mission parce qu'il faut assimiler tout le contenu des mesures d'accompagnement et ça, c'est important de ne pas faire de mélange. Les consultants qui commencent à avoir de l'expérience chez Advensia peuvent être sur plusieurs PSE. Ça permet aussi d'avoir un regard plus large sur l'ensemble des situations, des possibilités, et avec des choses qui peuvent rebondir d'un PSE à un autre, d'un client à un autre, qui élargissent là aussi le champ des possibles. Mais c'est deux PSE par consultant, guère plus, si c'était ça l'esprit de la question de Clément. Oui, sur les plans. Ok, merci beaucoup. Alors là, j'ai une question un peu technique. Donc, dans le cadre d'un PDV, donc un plan de départ volontaire, comment gérer la balance entre prendre le temps de l'humain et le temps du calendrier de dépôt des dossiers? Et après, ça devient encore plus technique. Prenez-vous le temps en PIC/EIC de restaurer l'estime de soi d'une personne afin qu'elle définisse un projet réellement motivant et non un projet confortable qui la rassure sans l'épanouir? Oui, effectivement, question technique et on sent que la personne qui pose la question connaît bien la problématique. Peut-être pour, si je comprends bien le contexte qu'évoque la personne, c'est qu'effectivement aujourd'hui, alors PIC, c'est les points d'info-conseil ou espace info-conseil, ce sont des périodes pendant lesquelles les personnes peuvent se porter volontaires. Donc prendre leur décision, j'y vais pas.
On s'aperçoit qu'en ce moment, les périodes de volontariat, hein, d'ouverture du volontariat sont de plus en plus courtes parce qu'il y a les exigences calendrières, les exigences financières des entreprises font qu'il y a cette nouvelle contrainte qui apparaît. Fin 2020, début 2021, on est vraiment en plein dedans. Et c'est là où on se rend compte que finalement, une personne, elle va avoir 2 mois pour prendre sa décision. C'est très court, 2 mois, hein, quand il s'agit de sauter dans le grand bain, alors qu'on ne s'y était pas forcément préparé. Et là, le rôle des consultants, précisément pour essayer de compenser cette pression forte, c'est d'apporter aux personnes qui s'interrogent, hein, sur le fait d'y aller ou de ne pas y aller, vraiment cette acuité. Tout ne sera pas réglé. Le projet, il est pas on ne peut pas ficeler un projet en 2 mois. Alors, un projet de recherche d'emploi, peut-être, mais un projet un peu plus complexe, non. En revanche, on peut donner à la personne un sentiment véritablement de clairvoyance sur son projet en disant, voilà, j'ai mis des balises sur les points qui restent à éclairer. Mais grosso modo, je vois où je vais passer, je vois où sont les écueils potentiels. Et avec mon consultant, je sais que une fois que je me serai porté volontaire et si mon volontariat est accepté, je sais sur quoi je vais avoir à travailler et j'ai déjà des aperçus de pistes. Je n'ai pas les solutions, mais j'ai des aperçus sur quoi je vais devoir travailler. Et rien que ça permet de conforter une personne dans son projet de volontariat. Et une autre composante qui est importante, et notamment vraie pour les personnes qui vont rechercher un emploi salarié, ça va être de leur donner un aperçu le plus concret possible sur les différentes opportunités d'emploi. Il n'est pas question de candidater maintenant parce que les personnes ne sont pas prêtes pour cela, mais le simple fait de savoir qu'il y a des postes et la prise de conscience de l'autre fait, qu'on oublie souvent en cas de PSE ou en cas de plan de départ volontaire, c'est que finalement, je n'ai besoin que d'un seul poste. J'en ai pas besoin de 300. Il m'en faut un. Et donc, ça relativise complètement les choses et ça remet au niveau du champ des possibles le fait de quitter cette entreprise dans laquelle peut-être on peut se sentir un peu en décalage, ou au contraire de mettre un vrai réel effort dans le reclassement interne. Mais si je me porte volontaire, eh bien, je connais la feuille de route et donc j'ai moins peur, même si le temps a été court, parce que derrière, on va avoir du temps pour y travailler. Et l'accompagnement sans limitation de durée jusqu'à la solution satisfaisante, eh bien là, prend toute sa dimension. Oui, je comprends. Puis le fait d'avoir la main, de se dire « je suis volontaire », est-ce que ça change quand même beaucoup dans la réussite de projet ? Fondamental. C'est absolument fondamental. On peur de PSE à beaucoup de personnes qui se disent voilà, je vais laisser l'entreprise prendre ses responsabilités jusqu'au bout, et donc c'est elle qui va décider de supprimer mon poste et de me licencier ou pas. Et là, on rajoute grosso modo, je la fais courte, hein, mais on rajoute 3 mois de boulot pour traiter le traumatisme et le ressentiment qui pèse sur l'estomac à minima pendant 3 mois. Alors, ce n'est pas mathématique, hein, mais pendant 3 mois, l'entreprise m'a licencié et il faut minimum ce temps-là pour que ça passe et pour qu'on réussisse à ce que la personne comprenne que sur le marché de l'emploi, elle doit se positionner non pas comme un demandeur d'emploi, parce que ça marche à la télé, mais ça ne marche pas dans la vraie vie. Aucune entreprise ne va recruter quelqu'un par bonté d'âme. Elle va recruter quelqu'un parce qu'elle a un besoin, parce qu'elle a un problème, parce qu'elle a besoin d'une compétence particulière. Jamais pour simplement rendre un service. Et donc, la personne, elle n'est pas demandeuse d'emploi, elle est offreuse de compétences, elle est offreuse de solutions. Et c'est le renversement de cette situation où on va convaincre les gens qui ne sont plus demandeurs d'emploi, mais offreurs de compétences et de solutions. Et c'est ça qui fait la différence. Il faut 3 mois quand on est en coercitif. Et c'est certain. On comprend bien ça. Alors, il y a plein de questions. Moi aussi, j'ai des questions. Alors, je fais la question de Jean-Luc et puis après, une à moi. Donc, Jean-Luc, il demande si le CDI est vraiment le Graal quand on cherche à reclasser des personnes. C'est ce que souhaite tout le monde. Effectivement, c'est le CDI qui permet de se stabiliser. Mais c'est aussi la question que je pose à un certain nombre de salariés qui sont dans des grands groupes et dans des grands groupes où on voit des plans sociaux qui sont relativement récurrents. Est-ce que vous êtes véritablement plus en sécurité dans un grand groupe que dans une structure plus modeste? C'est à démontrer. Le CDI, oui, in fine, mais déjà,
prouver sa compétence, prouver son employabilité à travers d'un contrat d'intérim qui ensuite va se concrétiser par un CDD, qui ensuite va se transformer en deuxième CDD et ensuite en CDI. C'est en général le parcours. Le CDI du premier coup, il y en a bien sûr, il y en a même beaucoup, mais il ne faut pas fermer la porte aux autres solutions qui sont autant d'occasions finalement de voir des employeurs différents, de compléter son expérience et puis finalement de se dire je fais mon choix, parce qu'il y a aussi un choix, il faut savoir recruter son employeur même en temps de crise. Ça, c'est vraiment important. Et donc, ces autres solutions que sont les CDI, les CDD et puis les emplois intérims, notamment pour certains métiers, ça a du sens, véritablement. Mais de toute façon, après, il y a le CDI qui va arriver. Mais il y a aussi des gens qui choisissent de l'intérim parce qu'ils veulent en faire leur carrière. On est sur une deuxième partie de carrière. Ils veulent travailler d'une manière plus contrôlée et donc décident et se font une certaine renommée sur le marché de l'intérim. Et aujourd'hui, ces personnes-là, les entreprises se les disputent en général. Et en complément, n'oublions pas également pour des gens qui ont un niveau de seniorité qui pourrait être à leurs yeux un handicap, eh bien, on voit de plus en plus, depuis maintenant plus de 10 ans, des acteurs qu'on appelle le management de transition et qui permet de manière tout à fait opérationnelle de mettre à profit sa compétence dans des conditions extrêmement opérationnelles pour répondre à un besoin des entreprises, dans des fonctions très souvent identifiées, ça peut être la RH, la finance, l'informatique et les achats. Mais je pense que c'est une démarche qui est assez nouvelle et que peu de gens connaissent. Et quand ils en ont compris l'intérêt et l'avantage qu'ils peuvent apporter à l'entreprise qui a un vrai besoin, eh bien, je peux vous dire qu'ils retrouvent de la confiance, de la dignité, de l'ouverture et de l'envol. C'est une expérience qui est extrêmement profitable. Alors, les managers de transition, nous qui faisons de la gestion de crise, on en côtoie beaucoup parce que évidemment, dès qu'un site va très bien, que les PSE sont annoncés, etc., vous avez souvent soit le choix de changer de direction générale et de mettre un manager de transition pour qui le côté émotionnel du DG de référence ou historique n'est pas là. Donc, finalement, il ne connaît pas les gens, etc. Alors, est-ce que c'est une bonne idée, pas une bonne idée ? Ça, je peux peut-être vous en parler un petit peu. Ça dépend terriblement des cas. On a eu des cas sur des accompagnements de PSE où le DG du site a été débarqué directement parce qu'ils se sont dit, justement, il est là depuis 20 ans, il n'est pas d'accord avec le projet. Et ça, c'est souvent le cas, évidemment, parce que si ça fait 20 ans qu'on dit à quelqu'un, allez, il faut y croire, il faut faire marcher ce site, ça va aller, on fait du bon produit, il y a un avenir pour ce site, etc. Et que tout à coup, on lui dit au même type, maintenant, il faut que vous vous débrouillez pour fermer, et c'est la décision de New York ou de Francfort ou de Londres de fermer ce site en France. C'est vrai que c'est pas simple maintenant de le débarquer pour mettre quelqu'un qui ne connaît pas les gens, c'est pas forcément non plus la meilleure des solutions. C'est ce qu'on a vu également, c'est que il y a ce sentiment de trahison quand c'est le même DG, mais ce sentiment d'avoir mis une marionnette quand c'est un manager de transition. Donc c'est quand même un peu et souvent à double tranchant. Mais nous, on en côtoie beaucoup en gestion de crise. Et pour rebondir sur ce métier de la gestion de crise et en particulier de la communication de la crise, je pense que c'est tout ce que vous racontez là et les atouts. Moi, je trouve que la partie un peu dommage, entre guillemets, mais là, je m'adresse aux dirigeants qui auraient peut-être un plan en tête, c'est que souvent, ce n'est pas tellement que c'est la dernière roue du carrosse, mais c'est le DRH qui s'occupe de ça dans un coin. C'est pas bien utilisé parce qu'on a peur de ça forcément, parce qu'on n'est pas très fier de licencier, de toute façon, quelle que soit la situation, quel que soit le rationnel économique. Les gens plus on monte haut dans la hiérarchie, plus on est sur des préoccupations qui sont de toute façon des préoccupations de rendre compte au groupe ou des préoccupations financières par rapport aux actionnaires, par rapport au conseil d'administration. Et finalement, j'entends assez peu de discours, en tout cas dans les préoccupations premières des préparations d'annonces, qu'on va véritablement s'occuper des gens. On dit qu'on va s'en occuper, ça fait la petite phrase qui va bien, et puis basta. Et donc, je trouve que capitaliser sur un partenariat avec des gens comme vous, même au début, quand on commence à parler du projet, etc., quand on en parle à son préfet, quand on en parle après l'annonce, quand on en parle au maire, etc.,
je pense que ça peut être un atout véritablement fondamental dans cette mauvaise nouvelle. Donc un atout de garder la confiance et finalement de responsabilité d'entreprise. Les je ne sais plus pourquoi tu dis ça. Les directs sont sensibles à cet argument hein, d'accompagnement sans limitation de durée. Les directs trouvent ça de plus en plus pertinent, hein, je pense. Et vous faites des campagnes auprès des directs, enfin vous allez vous présenter, vous connaissez les CRP, les commissaires au redressement productif, ces gens-là? On commence hein, cette démarche-là vraiment de développement fort, hein, puisque on a vraiment grandi assez fortement ces derniers temps. Et effectivement, pour nous, ce sont des interlocuteurs qu'on connaît régionalement parlant, mais qu'on est en train de généraliser cette approche, hein, globalement, puisqu'on est capable d'intervenir donc France entière, et donc effectivement toutes les régions sont évidemment concernées. Oui, nous aussi on a monté par exemple on a fait un webinaire il n'y a pas très longtemps avec en animation du réseau des CRP, des commissaires au redressement productif, pour expliquer à quel point toute la partie gestion en amont et communication était fondamentale dans la réussite du plan, parce que vous n'êtes pas sans savoir tous, autant que vous êtes, que ça peut être très dommageable pour la réputation de l'entreprise, pour la réputation de la marque, et que les plans peuvent même capoter, puisqu'il y a parfois quand même des cas où la directe ne donne pas son aval. Donc là, vous n'êtes vraiment pas bien, quoi. Alors, j'ai 3 questions. Une question de nouveau de Clément qui dit comment est-ce que vous faites pour gérer l'ascenseur émotionnel que ce type de métier doit générer? Alors, il a complètement raison, Clément. C'est un point effectivement auquel il faut être très attentif, et notamment nous, on le gère par une dimension collective. C'est-à-dire que d'une manière hebdomadaire, ou au minimum à la maille-quinzaine, les consultants se réunissent soit par petits groupes, soit globalement, et partagent véritablement cette logique, et puis les situations qui ont provoqué cette montée en émotion, hein, cette bouffée d'émotion dans certains cas, de manière à rendre la chose possible. Ça, c'est la première mesure. Donc, ce collectif avec des anciens et des nouveaux qui vont réguler, hein, qui vont leur permettre de prendre un petit peu de distance, et puis de prendre aussi conscience, et ça c'est extrêmement important, qu'un consultant n'est pas tout puissant, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas gérer. Et il faut accepter de ne pas le pouvoir, de ne pas le faire, de ne pas savoir le faire, de ne pas pouvoir le faire, parce que on outrepasse complètement notre mission. Et deuxième élément, les consultants ont aussi à disposition des coachs en supervision, justement pour aborder d'une manière plus personnelle, plus individuelle, des situations qui peuvent créer des résonances personnelles et qui peuvent être difficiles. Et le troisième étage de la fusée, c'est que un consultant à qui l'on confie un salarié peut, le consultant, demander à changer, à ne plus accompagner ce salarié, parce que précisément ça crée des résonances qui sont incompatibles avec un accompagnement de qualité, mais ce changement est peut-être aussi demandé par le salarié parce qu'il y a aussi une question de fit. On ne peut pas accompagner d'une manière très efficace quelqu'un avec qui on a véritablement beaucoup de difficultés à communiquer, et c'est simplement une question de personnalité. Donc on ne va pas s'entêter, donc on change. Et puis par moment, c'est très utile de changer de tête pour une personne que l'on accompagne, parce qu'il y a une première partie du chemin qui a été faite avec un consultant, et ensuite il faut faire une espèce de changement de repère pour redémarrer d'une manière plus efficace. Et donc voilà grosso modo, les 3 clés pour résoudre ce problème d'ascenseur émotionnel, comme le dit Clément. Et voir d'apporter un coup de projecteur où le binôme qui est vraiment solidaire peut très bien associer un autre consultant pour apporter un éclairage très complémentaire, ce qu'on appelle le coup de projecteur, qui lui permet d'avoir un discernement plus ouvert, je dirais ouvert pour pouvoir partager la richesse de l'accompagnement. Et on est vraiment dans cette dynamique de partage collective qui nous semble plus que nécessaire, c'est vital. Un consultant ne peut pas vivre par lui-même, c'est pas souhaitable tant pour le salarié que pour le consultant lui-même. Et c'est passionnant. Merci beaucoup. Alors, comme on aime bien quand même être à l'heure et que les gens sont en train de partir sur leur Teams suivant et leur Skype suivant, merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur ce métier. Ce qu'on va faire, c'est que tout le monde va recevoir, il y avait une petite
13 qui était prévu, mais finalement on s'en est passé, donc c'est très bien, mais on va peut-être quand même l'envoyer aux gens pour oui, que on va l'envoyer, on mettra nos coordonnées et puis on est à la disposition des participants pour toute question évidemment. Voilà, il restait quelques questions malheureusement, mais ce que je vous engage à faire, c'est apprendre langue avec Thierry et Advensia si vous avez plus de questions. Et merci beaucoup d'être venu ce soir et à très bientôt. Merci à vous tous. Merci Emmanuel. Merci à vous tous. Au revoir, à bientôt.